5 sur 7 matin, ce mercredi, on s'intéresse à l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Lancée en 1994, l'UEMOA apparaît comme un outil d'intégration dans une région qui n'est pourtant pas épargnée par les crises, qu'elles soient politiques, économiques ou institutionnelles. Aujourd'hui, l'objectif est d'être plus proche des préoccupations quotidiennes des populations. 31 ans après sa création, l'UEMOA se présente-t-elle comme un modèle de réussite? Est-elle une zone économique dynamique? Eh bien, nous faisons le débat avec autour de la table Armel Dossoukago, journaliste, membre du réseau des journalistes de l'UEMOA. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eman. Comment allez-vous? Je vais bien. C'est un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Le plaisir partagé. En face de vous, ce matin, Aaron Akinosho, il est journaliste spécialiste des questions économiques, directeur éditorial de AG Media Consulting. Bonjour et bienvenue. Bonjour Herman. Ça fait plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Ici. Alors, avant d'entrer de plein pied dans le débat, on va voir ce reportage que nous propose Marcel Arrossi. Ça a été réalisé à l'occasion des 30 ans de l'institution de l'UEMOA. C'était donc juste l'année dernière. On retrouve Marcel Arrossi et on revient derrière pour analyser les éléments d'appréciation. 1994-2024. 30 ans de vie pour l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Tout commence à Dakar, où les chefs d'État et de gouvernement signent son acte de naissance. L'Union économique et monétaire ouest-africaine avait comme principal objectif d'améliorer les conditions de vie de ces populations, d'améliorer le mieux-être, le bien-être de ces populations. C'était l'objectif fondamental qui était fixé donc par les pères fondateurs et par le traité de notre Union. On signe le traité donc, de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, donc qui vise à compléter l'intégration monétaire et financière qui existait et dont le socle était la monnaie, compléter ce dispositif avec une intégration économique, commerciale et une intégration des politiques économiques globales. De tout temps, l'organe suprême de l'UEMOA, qui est la conférence des chefs d'État et de gouvernement, œuvre pour le renforcement de la convergence et l'accélération de la croissance économique dans chacun des États membres. L'institution d'un mécanisme de la surveillance multilatérale a été fondamentale. Il a été mis en place dans le cadre du processus d'approfondissement de l'intégration entre les membres de l'UEMOA, avec pour but principal d'assurer la coordination des politiques économiques des États membres de l'Union, notamment en assurant une cohérence optimale entre les politiques budgétaires qui, elles, sont décentralisées et la politique monétaire qui est commune. Au titre des dernières innovations, la mise en place d'une plateforme média pour garantir une bonne communication sur les actions de l'UEMOA. Mais là, nous avons encore de grands défis parce que vous devez déjà savoir que la CEDEAO, l'UEMOA, toutes ces institutions commencent à avoir des problèmes de légitimité parce que les citoyens de ces espaces ne sont pas suffisamment informés sur ce qui se fait, alors qu'il y a du gros travail qui est en train d'être fait. Et donc, c'est là où se trouve réellement le rôle des journalistes. Nous devons travailler à ce que nos citoyens soient suffisamment informés sur ce qui se fait. Et ce travail ne doit pas se limiter à un travail que nous faisons déjà en langue française ou en langue étrangère si vous voulez, mais nous devons aller au-delà et commencer par utiliser beaucoup plus les langues de chez nous. Ces 30 années d'existence représentent aussi pour l'UEMOA une expérience d'intégration résiliente face aux multiples chocs exogènes. Dans un contexte de crise multiple, nos économies se sont montrées quand même résilientes. C'est vrai qu'en 2020, il y a eu une baisse de notre taux de croissance, à l'instar de ce qui s'est passé en fait, dans beaucoup d'autres pays dans le monde. Mais dès 2021, nous avons connu un taux de croissance quand même de 5%. Donc c'est un rebond pour nous. Et tout ça, on le doit en fait à la stabilité de nos cadres macroéconomiques, aux efforts qui sont faits par nos pays. Nous avons fait face à des chocs multiples ces dernières années. Nous avons besoin de réfléchir, de nous donner des moyens de pouvoir gérer ces chocs-là, de pouvoir les absorber. Et ça nécessite une réflexion sur la mise en place d'un fonds de stabilisation macroéconomique pour ne pas que nous soyons totalement déstabilisés s'il y a des chocs qui apparaissent parce qu'il y a certains chocs qui sont là, on les connaît aujourd'hui, mais on ne sait pas ce que demain sera. Jusque-là, la monnaie commune aux 140 millions d'habitants de l'UEMOA demeure le franc CFA, dont l'avenir suscite encore beaucoup de débats.
Ahmed Osokago, on parle de l'UEMOA lancé en 1994, donc il y a tout juste 31 ans, le 10 janvier dernier. L'institution a célébré donc ses 31 ans. Que reste-t-il, d'accord, de l'idéal panafricain illustré donc par les pères fondateurs de cette zone économique-là aujourd'hui? Quand vous dites que reste-t-il, c'est un peu comme si tout est parti et que tout n'est pas parti. Bien au contraire, je crois que l'UEMOA... Que reste-t-il, une façon de dire, est-ce que l'idéal est toujours en place? Mais bien sûr que l'idéal est en place. Je crois que l'UEMOA, c'est ceux qui l'ont pensé. Moi, je trouve qu'ils ont eu une idée géniale. Et il ne faut pas oublier que c'est venu dans un contexte de dévaluation du franc CFA où nos économies ne pouvaient pas tenir dans le temps ne pouvait pas tenir pour toujours nous garantir la stabilité que le franc CFA a connue avant la dévaluation. Et il fallait faire quelque chose pour garder cette stabilité. Et donc, c'est pour ça que l'UEMOA a été créé. Aujourd'hui, l'UEMOA, non seulement c'est un outil d'intégration régionale, mais c'est beaucoup plus un instrument de stabilisation de nos économies qui permet la stabilisation de notre monnaie, ce qui est quelque chose de très intéressant. Et pour nous, vous devez savoir qu'aujourd'hui, quel que soit ce qu'on dit, c'est que nous avons une monnaie qui est très stable, ce qui est très intéressant pour nous tous. Alors, Akilocho, que pèse l'UEMOA face à d'autres zones économiques en Afrique et dans le monde? Déjà, il faut partir du postulat que l'UEMOA, c'est quand même une population de plus de 100 millions de personnes en cumulé. Ça permet quand même d'exister à côté du mastodonte nigérian que nous avons. Derrière l'UEMOA, il y a des outils comme la BRVM par exemple, qui a connu une progression, je l'avais dit tout à l'heure, en offre de 1103% sur les 26 ans d'existence. Donc c'est quand même un superbe outil boursier. Mais la vraie force de l'UEMOA, pour moi, ce n'est même pas tellement dans ces indicateurs macro-là, c'est dans les règles qui les sous-tendent, à savoir les 3 critères. La nécessité de maintenir le déficit budgétaire en dessous de moins 3%, l'inflation en dessous de 3%, et le ratio dette PIB dans une limite de 70%. Ces 3 critères-là permettent quand même d'avoir une certaine stabilité. Alors après, il y a des choses dont on peut discuter. Est-ce que le ratio dette PIB, par exemple, est adéquat? C'est des sujets. Certains trouvent que nos économies sont sous-endettées. Et donc, ça favorise les c'est des débats. Mais il faut quand même reconnaître à l'UEMOA cette force-là. C'est quand même d'avoir maintenu une certaine forme de convergence. Et pour donner une ordre d'idée, la BRVM, sur l'année dernière, c'est une croissance de près de 29%, 28,80 exactement. Donc, c'est des outils qui sont en place. Et donc, oui, on existe par rapport à la CEMAC. Je pense qu'on fait mieux que la CEMAC. Et on existe par rapport aux autres blocs. Donc, Alors, l'un des objectifs principaux donc, de l'UEMOA, c'était de favoriser la libre circulation des personnes et des biens. Cette libre circulation des personnes et des biens, est-ce qu'une réalité aujourd'hui ou c'est juste un leurre? Je n'aime pas les extrêmes. On ne va pas parler de l'heure. On ne va pas parler de l'heure. Pour qui va à Abidjan, à Dakar, je ne vais pas dire Niamey parce que ça évolue un peu en ce moment, à Lomé, il y a la possibilité quand même de circuler. Maintenant, derrière, il y a des enjeux. La libre circulation des biens des personnes parfaites n'existe pas. Nous avons même eu l'occasion de le vérifier avec le Brexit, où même des grandes puissances ont ce type de problème. Maintenant, c'est vrai que sur la circulation des biens, surtout, on peut faire mieux. On peut faire mieux, ça il faut être honnête. Mais cela ne remet pas en cause les fondamentaux de cette zone-là et les efforts qui sont faits justement pour que cette intégration se poursuive. D'accord. Alors, par rapport à d'autres unions dans le monde, la plus dynamique d'ailleurs, on en est très loin, on est d'accord, on parle de l'Union européenne. En termes de libre circulation des personnes et des biens, c'est ce qu'on pourrait appeler une libre circulation des personnes et des biens, circuler en toute liberté, traverser une frontière ou une autre sans avoir à être interpellé par des policiers, sans avoir à être accolé par X ou Y, sans que chaque 100 mètres on vous demande de l'argent. En termes de libre circulation des personnes et des biens, est-ce qu'on ne peut pas quand même faire légèrement mieux? Non, c'est clair. En 31 ans. Non, mais Aaron l'a dit, c'est clair qu'on doit faire mieux. Et ça, ce n'est pas forcément... on ne peut pas atteindre un niveau de perfection à ce niveau-là, parce qu'il y aura toujours, quel que soit ce qu'on va mettre en place, il y aura toujours des forces de l'ordre indélicats qui vont essayer de faire des choses. Mais au-delà de ça, la libre circulation des biens et des personnes, je ne pense pas que ça s'arrête seulement au fait qu'on peut traverser les frontières librement. Mais
C'est aussi le fait qu'aujourd'hui, par exemple, lorsque vous avez un diplôme aujourd'hui dans un pays de l'UEMOA, vous pouvez aller facilement vous inscrire avec le même diplôme. Oui. Il y a une certaine harmonisation à ce niveau-là. Oui. Lorsque vous exercez un métier libre ici, vous n'avez pas de difficulté à aller exercer le métier dans un autre pays, par exemple. C'est aussi ça la liberté, la libre circulation des biens et des personnes. Et donc, il y a beaucoup d'autres choses qui entrent en jeu, qui font que je crois que c'est déjà intéressant ce que nous vivons. On doit pouvoir faire ça pour le bien des citoyens. Je voudrais ajouter, avant de finir, qu'il y a aussi, après les 70% d'endettement, les taux de 3% au plus pour l'inflation, il y a aussi les 35% pour la masse salariale par rapport au PIB. Au PIB, c'est ça. Et ces critères permettent, parce qu'avant ces critères, chaque État essayait de gérer son économie comme il le veut. Aujourd'hui, on a harmonisé et on sait que lorsque vous êtes dans la zone franc, c'est que vous ne devez pas dépasser ces normes-là. Vous devez respecter ces normes-là, ce qui permet à toutes les économies d'être plus ou moins au même niveau. Et c'est ça qui permet, d'une manière ou d'une autre, de soutenir la monnaie que nous utilisons dans la sous-région. Alors, Aaron, je voudrais quand même qu'on s'attarde toujours un peu plus sur la question d'intégration. On sait qu'il n'y a pas d'intégration sans des États qui acceptent de concéder quand même une part de leur souveraineté. Est-ce qu'on n'est pas un peu loin du compte de ce point de vue-là? C'est-à-dire en termes d'intégration aujourd'hui, tous les États veulent garder presque leur souveraineté, ne veulent pas concéder une part de leur souveraineté. Je pense. Hein. C'est un débat qui est intéressant. Mais je pense qu'aujourd'hui, en 31 ans, on a tous compris l'intérêt d'avancer ensemble plutôt que chacun de faire cavalier seul. En acceptant déjà, en se soumettant à ces règles-là, les critères de base, c'est quand même déjà, on fait une concession. Parce que chaque État pourrait dire pourquoi est-ce qu'on veut que je m'endette en dessous de son 10% et pas. Donc, il y a déjà quand même des efforts qui sont faits. Donc, moi, je ne vois pas tellement en termes de, comment dire ça, d'abandon de la souveraineté. Je le vois en termes de, comment dire ça, de perception d'un intérêt commun. D'un intérêt commun. Et si vous demandez aux gens qui nous dirigent aujourd'hui, ils sont mieux avec l'UEMOA que sans l'UEMOA du tout. Et ça, si vous posez cette question, la belle preuve, c'est que, bon, je vais être un peu provocateur, le pays qu'on attendait sur ces sujets-là, c'est quand même le Sénégal, avec un gouvernement souverainiste, tout ça, et ça n'a pas beaucoup bougé. Ça n'a pas beaucoup bougé parce que ça ne va pas bouger de cette façon-là, en fait. Et dernier point, d'ailleurs, peut-être un clou dans un cercueil, nous avons avec certains de nos voisins aujourd'hui des tensions et tout le reste. On a quand même des voisins qui viennent de sortir de la CEDEAO. Et il faut quand même remarquer qu'ils ne sont pas encore sortis de l'UEMOA. Et la dernière fois qu'on a vérifié... Ils y viennent sans doute. Non, la dernière fois qu'on a vérifié, ils continuent d'émettre des emprunts obligataires et des bons du trésor sur le marché commun. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose dont on ne sort pas aussi facilement que ça parce qu'en quand même en 31 ans, on a eu de la stabilité. On a eu la possibilité de s'entrefinancer parce que les bons du trésor quand même, ou les obligations, c'est quand même de l'argent qui fait tourner nos économies. Et donc, je sais qu'on venait à une époque où c'est plus sexy entre griffes de casser. Mais je pense qu'il faut sortir des révoltes adolescentes. Et aujourd'hui, l'UEMOA est un outil qu'il faut peut-être penser à réformer sur 2 ou 3 aspects. Mais il faut sortir des révoltes adolescentes. Et justement, voilà. Attardons-nous un peu sur ces voisins aujourd'hui qui sont en train de claquer la porte de la CEDEAO, qui sont toujours, qui demeurent toujours dans l'Union européenne, dans l'UEMOA, pardon, tout de même. Est-ce que ce n'est pas encore pour une question de temps, le temps justement de finaliser l'Alliance des États du Sahel, parce qu'ils parlent d'émission d'une monnaie commune déjà au sein de l'Alliance des États du Sahel. Vous savez, en économie, il faut s'attarder sur le temps long. Sur le temps long, et sans vouloir insulter quiconque, les troubles que nous avons eus, qui ont abouti à la situation que nous avons, sont à l'échelle du temps un épiphénomène. On verra si ça se maintiendra dans la durée. Mais dans la durée, je pense qu'il sera difficile d'expliquer aux populations voisines que sous prétexte de souveraineté, on va réinventer la roue. Une roue qu'on a pris 30 ans à faire, on va la réinventer parce que la première ne serait pas ou souveraine ou ceci ou cela. Ce qui est d'ailleurs, parce que je me rappelle, j'étais sur le plateau, ce qui est d'ailleurs un mauvais procès. Parce que pendant longtemps, on a fait le procès du compte des opérations. Le compte des opérations du franc CFA est géré aujourd'hui par la BCEAO. Ça n'a pas changé grand-chose. Ça n'a pas. Donc, on attend toujours. Donc, il faut se méfier des promesses et il faut se fier au temps long. Moi, c'est ma réponse à cette question. Alors, Arnold de Soukago, comment est-ce que l'UEMOA fait face donc, aux différentes crises qui secouent la région, les crises politiques, les crises institutionnelles, les crises sanitaires? Quel est le regard
ou du moins quelle est l'approche de l'UEMOA sur ces questions? Parce qu'on n'entend pas fondamentalement beaucoup. Certes, c'est une zone, c'est d'abord une zone économique, c'est d'abord une union économique, pas politique, mais lorsqu'il y a quand même des réalités politiques, sécuritaires, sanitaires, qui ont un impact évident sur l'économie, on devrait pouvoir s'y attarder, non? Bien sûr, l'UEMOA, on ne le dit pas souvent, mais l'UEMOA intervient sur beaucoup de secteurs. Et dans la période de Covid, l'UEMOA a beaucoup travaillé et avec les États de la sous-région, des États membres de... Et l'UEMOA a une politique au niveau de l'agriculture. Les problèmes entre peuples et agriculteurs, ce n'est pas seulement au Bénin, c'est un problème transversal à ces pays. Et donc l'UEMOA se donne des outils de plus en plus pour intervenir dans ces dossiers-là. Sur la question sanitaire, l'UEMOA travaille même sur le système sanitaire. Et je voudrais rebondir d'ailleurs là-dessus pour dire, vous savez, dans nos pays, nous avons un gros piège. Le gros piège, c'est que quand les politiques viennent au pouvoir, ils ont beaucoup plus envie d'évoluer sur les questions d'infrastructure parce que c'est ça qui est perceptible par la population, la grande population, celle qui vote en masse. Et ils abandonnent un peu le système sanitaire. Je ne parle pas des infrastructures, mais je parle globalement du système sanitaire, du système d'éducation et du système éducatif parce que c'est un peu lent lorsque vous devez évoluer dans et ce n'est pas perceptible. Et donc ils le comprennent très bien. En termes de rançon politique, ça ne leur rapporte pas grand-chose. Et donc ça fait que nous avons des difficultés à avancer sur ces questions-là. Et je pense que l'UEMOA aujourd'hui travaille sur ces questions-là, sur le système de l'éducation, sur le système de santé. Nous n'avons pas encore ce que nous souhaitons, mais ils sont en train d'avancer. Et je pense que c'est l'intérêt aussi d'avoir l'UEMOA aujourd'hui pour nous permettre d'avancer sur ces questions-là, sur lesquelles les gouvernants n'avancent pas vraiment. Et le fait d'avancer ensemble, on a parlé tout à l'heure de l'éducation par exemple, il y a par exemple des bourses, il y a un soutien à l'enseignement supérieur, il y a une harmonisation des diplômes à l'intérieur de la sous-région. Tout ça, c'est intéressant pour nous. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, c'est plus facile pour quelqu'un d'aller étudier dans une région et de revenir avec son diplôme sans forcément avoir des difficultés. Et donc, pour revenir à ce que vous dites, les crises que nous subissons, l'UEMOA intervient très peu dans les... Je crois que l'UEMOA n'intervient presque pas du tout dans les crises politiques. Mais sur toutes les autres questions, que ce soit agriculture, que ce soit santé, que ce soit éducation, l'UEMOA a des instruments pour ça. D'ailleurs, il y a des commissions qui s'occupent de chacune de ces questions. Et donc, l'UEMOA a des instruments qui s'occupent de ces questions-là. L'UEMOA travaille beaucoup. Ils ont une politique agricole pour ils travaillent beaucoup là-dessus. Ils travaillent beaucoup sur les questions d'énergie en ce qui concerne spécifiquement la question du soleil, par exemple. Et ils travaillent sur beaucoup d'autres questions. Comme je l'ai dit, sur les crises entre peuples et agriculteurs, par exemple, c'est des questions qui les intéressent. Ils travaillent là-dessus. Et donc, l'UEMOA a beaucoup d'instruments, au-delà des commissions, l'UEMOA a beaucoup d'instruments, beaucoup d'experts qui travaillent sur chacune de ces questions. On n'est pas en train de voir, et comme je l'ai dit, les questions, quand ça concerne les systèmes, c'est un peu compliqué. Et je pense quand même que, comme le dit un ami, c'est en allant qu'on s'en va et on est sur le droit, on est sur le bon chemin. D'accord. Alors, il y a une crise aujourd'hui entre le Bénin et le Niger qui est en train d'être désamorcée. On aurait quand même voulu entendre davantage de moi parce qu'il s'agit de questions de préoccupation économique quand on a une frontière qui est fermée et que la mobilité entre peuples devient compliquée. Non, c'est une question, vous me permettez, c'est une question économique parce que la frontière est fermée, les activités ne marchent pas. Mais au fond, ce n'est pas une question économique. C'est un sujet politique. C'est un sujet politique. C'est un sujet qui a un gros impact économique. C'est un sujet politique. Mais qui a un gros impact économique. Oui, mais le règlement ne peut être que politique. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on doit désamorcer, ce n'est pas les économistes qui vont régler le problème. Les économistes n'ont rien à y voir d'ailleurs. Il n'y a que les politiques qui peuvent régler le problème. Et à ce niveau-là, c'est peut-être la CEDEAO ou l'Union africaine ou je ne sais pas. Même, voilà. Alors, Aaron, les institutions de l'UEMOA aujourd'hui sont-elles suffisamment efficaces pour relever les défis actuels? Alors, est-ce qu'elles sont suffisamment efficaces? Ça, c'est une belle question. Je pense qu'elles font de leur mieux. Et ce que moi j'apprécie avec l'UEMOA, c'est qu'on s'adapte. C'est qu'on s'adapte, on s'adapte très vite. Là, la BRVM, par exemple, va lancer de nouveaux indices, va intégrer l'agriculture. Donc déjà, à ce niveau-là, il y a un effort qui est fait. Il faut garder à l'esprit que c'est une œuvre humaine, d'accord? Et que rien en soi n'est parfait.
Mais pour revenir par exemple à ce que disait Armel tout à l'heure, durant la crise du coronavirus, il y a eu la décision justement d'éliminer les fameux critères de convergence pour permettre au pays d'être réactif face à la crise, ce qui explique déjà qu'on n'est pas dans un certain dogmatisme. Donc oui, alors après il y a les enjeux, vous en avez parlé bientôt, la mobilité c'est vrai, mais c'est surtout le véritable défi aujourd'hui pour l'UEMOA, c'est le commerce intra-africain, surtout dans cette zone-là. Parce qu'on est en dessous légèrement de 20%, on doit être à du 16 ou du 17, d'accord? Et en même temps, il y a beaucoup d'énergie, on échange beaucoup d'énergie, pétrole et électricité. Donc, il va peut-être falloir renforcer à ce niveau-là, donc mettre en place des mesures pour que les États commercent mieux entre eux. Ce n'est pas que tu ressors uniquement de l'UEMOA, mais c'est quand même un axe sur lequel il peut agir. Oui, écoutez, encore une fois, je le répétais, on a une institution qui, quand même, si elle a tenu 30 ans, c'est parce qu'elle a quand même fait la preuve d'une certaine efficacité, qui doit s'adapter à des enjeux. Les enjeux sont évolutifs. Certains relèvent d'elle tout ce qui est économique, d'autres relèvent sûrement du politique. Je rejoins Armel dessus. Et donc, oui, en fait, toute proportion gardée, je pense quand même qu'on a un super outil. Et qu'en est-il aujourd'hui du marché boursier de l'UEMOA? Il se porte bien. Il se porte très dynamique. Assez dynamique. Moi, et ça, honnêtement, il faut quand même féliciter cette bourse-là et ceux qui ont eu l'idée de cette bourse-là. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que nous avons quand même l'une des bourses les plus dynamiques au monde. Et ce n'est pas... Quels sont les critères qui vous permettent je ne vais pas excès de chauvinisme. Alors, les bourses les plus performantes, l'année dernière, c'était la bourse d'un pays, je ne sais pas, Ouzbékistan, Kazakhstan. Juste derrière, il y avait le Ghana qui était à plus 58%, mais il faut quand même remarquer que le Ghana, l'économie ghanéenne est en reprise après l'autre chute. Et nous, on était sur du plus 28%. Et 28%, si vous analysez les performances de cette année-là, c'est énorme. Mais au-delà de ça, il faut voir aussi le niveau de rendement de nos bourses. Alors, on a les obligations qui sont sur du 5 ou du 6% selon. C'est extrêmement rare, ce n'est pas aux États-Unis que vous allez trouver ça, et surtout à cet horizon-là. La BRVM, aujourd'hui, c'est une quarantaine de sociétés qui, quand même, sont dynamiques. Et comme je l'ai dit, c'est une progression quand même de 1103% sur 26 ans. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a un certain dynamisme, il y a une envie et je ne vous cache pas que les entreprises béninoises seront de plus en plus cotées. Là, on avait... la LNB. On a eu la BOA d'abord, puis là, on a eu la LNB et la BIC qui arrive, et je crois quand même, ce n'est pas inventer un secret que de dire qu'il y en aura d'autres qui viendront. Donc, on a un marché quand même qui a de l'intérêt pour les investisseurs, et je pense que oui. D'accord. Et pour justement, en ce qui concerne toujours ce marché boursier, on se rend compte que presque chaque semaine, les États vont emprunter sur le marché boursier de l'UEMOA, vont faire des emprunts, oui. Même si ce n'est pas généralement de très gros montants, de très très gros sous. Mais si quand même. Si quand même. On parle quand même de plusieurs milliards de dollars, oui, de francs CFA. Oui, mais voilà. C'est pas quand même des eurobonds par rapport aux eurobonds que des États vont lever. Vous êtes d'accord avec moi que c'est relativement maigre? Oui, mais les eurobonds, la mode des eurobonds a commencé depuis 2015. Et le Bénin a émis son premier eurobond quelque part en 2018 ou 2019. Donc c'est très récent. C'est très récent. Moi, je pense qu'il faut savoir raison garder et apprécier sur le temps. Apprécier sur le temps. Donc on a quand même un marché dynamique. Et ça prouve déjà que nos pays, aujourd'hui nos économies, ont la capacité de s'autofinancer jusqu'à un certain niveau. Moi, je pense que c'est quand même appréciable. Est-ce que c'est votre avis aussi que le marché boursier de l'UEMOA est déjà dynamique? Le fait de se mettre ensemble et d'avoir s'investir. Non, c'est pas le terme que je veux utiliser. Le fait d'avoir un instrument soi-même pour vous permettre de faire... De s'autofinancer. De s'autofinancer, voilà, c'est le terme que je veux, merci. De s'autofinancer, c'est déjà très intéressant. Le fait que ça dure dans le temps, c'est aussi très intéressant. Et l'un des indices que vous pouvez avoir, il a dit, c'est que les pays de l'AES qui sont sortis de la CEDEAO, qui aujourd'hui sont en train de vouloir prendre du retrait, continuent toujours de prendre de venir chercher. Si ce n'est pas intéressant, je pense qu'il serait déjà parti. Vous êtes d'accord avec moi? C'est la preuve que c'est intéressant et nous avons intérêt à travailler, à sauvegarder. Parce que demain, on ne sait jamais, les autres chez qui on va prendre de l'argent peuvent nous fermer la porte. Et on va faire face à qui? Comme Kizebo l'a dit, on ne développe pas, on se développe. Ce n'est pas les autres qui vont nous développer, c'est à nous de nous développer. Et chaque fois que nous arrivons à nous doter d'instruments, il ne s'agit pas de commencer par critiquer
et dans le sens de non, il faut fermer, il faut arrêter, il faut plutôt l'améliorer au fur et à mesure, de manière à renforcer notre vivre ensemble, de manière à grandir ensemble. C'est la seule façon pour nous d'exister. Vous imaginez, s'il n'y avait pas l'UEMOA, il n'y a pas la CEDEAO, et que nous, seuls, nous devons faire face, chaque pays devrait faire face au grand Nigeria à côté, le Nigeria va nous avaler. Économiquement, on ne va pas tenir devant le Nigeria. D'accord. Alors, il y a aujourd'hui la question qui divise tout le monde, qui rassemble, ça dépend de là où on se situe. La question du franc CFA, faut-il ou non maintenir le franc CFA? Je pense que le débat a beaucoup évolué. On en est passé aujourd'hui à l'écho. Les termes sont en train d'être rédigés. Il y a deux écoles, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ceux qui estiment que l'écho n'est qu'une pâle copie du franc CFA et que cela ne fera pas forcément avancer les débats. Quel est vous, messieurs, vous avez sur la question? Je pense qu'il faut sortir de la distraction. Excusez-moi d'être brutal. Je pense qu'il faut sortir de la distraction. Mais avant déjà sur ce point, pour répondre à votre question précédente, la BRVM s'est classée 5e bourse d'Afrique l'année dernière, derrière l'Afrique du Sud, le Maroc, le Nigeria, l'Égypte, en fait pas dans cet ordre-là. Et ensuite, on était juste derrière le Nigeria, ce qui quand même nous permet ensemble d'exister par rapport à ce voisin qui est quand même assez grand. Ça, c'est carrément la 5e puissance. Voilà, ça c'est la première question. Maintenant, par rapport au CFA, je vais encore le répéter, je pense qu'il faut cesser de distraire les gens. Quiconque connaît un peu d'économie sait qu'il ne suffit pas juste de changer une monnaie ou de sortir d'une monnaie pour régler tous les problèmes d'une planète. C'est la poudre de perlimpinpin. Pour une raison qui est toute simple, c'est que la monnaie n'est qu'un instrument. La monnaie n'est qu'un instrument, j'avais dit même, c'est un instrument de mesure du dynamisme de l'activité économique. Bien. Alors, certains de nos amis ont dit que tous les mots étaient au niveau du compte des opérations qui était auprès du Trésor français. On nous a restitué notre stock de devises, on les a placés où on devait les placer. Plus personne ne s'est intéressé à la question de combien est-ce que ça nous a rapporté, parce que de toute façon, on savait tous que c'était plus ou moins résiduel. En tout cas, les économistes sérieux le savaient. Mais aujourd'hui, il faut sortir, je vais dire, des enjeux de symboles. L'Afrique mérite plus que de simples combats symboliques. Nous avons des populations qui ont faim. Nous avons des gens qui ont besoin d'aller à l'école. Nous avons besoin d'avoir de l'eau. Demandez à n'importe quel Nigérian, il vous dira aujourd'hui, sur les 2-3 dernières années, qu'il préfère économiquement être un Béninois, un Togolais, un Ivoirien, un Nigérien, un Malien, un Burkinabé, qu'être Nigérian à cause de l'inflation et de la façon dont elle affecte sa vie. Je pense qu'on a des combats véritablement sérieux. Le combat du CFA, pour moi, est une distraction. Notre vrai combat, c'est de développer nos économies, c'est d'avoir des outils qui nous permettent de croître, c'est une meilleure fiscalité. Plutôt développer l'économie, justement, sans faire face, sans régler les préalables liés à la monnaie. Encore une fois, je l'ai dit, la monnaie n'est qu'un indicateur. Encore une fois, je le répète, la monnaie n'est qu'un indicateur, c'est un indicateur du niveau de santé d'une économie. Donnez-moi n'importe quelle monnaie, n'importe laquelle, mais la plus faible. Si j'ai un niveau de pression fiscale adéquate, si j'ai des lois qui favorisent les affaires, qui permettent d'entreprendre très vite, si j'ai une administration digitalisée ou dématérialisée, sans jeter les fleurs à quiconque, je peux me permettre d'aller de l'avant. C'est pour ça que je le dis encore une fois, il faut sortir des enjeux de symboles. Pour moi, c'est des questions. Le CFA, aujourd'hui, c'est une question symbolique. Nous avons des questions plus sérieuses. L'intégration de nos économies, la pression fiscale, le bon usage des ressources publiques, le ratio, et ça il a dit tout à l'heure, entre je vais dire, la masse salariale et le PIB, il y a des indicateurs plus sérieux. Donc, toute personne qui, de bonne foi, s'intéresse à la question économique, au développement économique de l'Afrique, au cœur de notre zone, ne s'arrêtera pas à la question du CFA, parce que la question du CFA, elle est de plus en plus en train de devenir caduque. Alors, on va dire, rendre la question aussi triviale que Aaron est en train de le faire, est-ce que ce n'est pas, quelque part, banaliser la réflexion de ces économistes qui ont quand même pu théoriser le fait que le franc CFA constitue un gros handicap pour nos économies. Je pense à des économistes brillants sur la question, oui, tels que le Togolais. Et à Parlou. Pardon ? Et à Parlou. Il y a Lionel Zissou aussi qui a son avis sur la question. Ça fait partie des deux grandes écoles aujourd'hui, des deux grandes théories sur la question. Ahmed de Sokago. On va inverser un peu les rôles. Et le franc CFA pose quel problème? Voilà. Je n'ai pas d'avis sur la question, malheureusement. Personnellement, le franc CFA ne me pose pas de problème.
Et la question du symbole, c'est la seule question d'ailleurs. C'est-à-dire que le seul problème que les gens ont, c'est que l'initiative est partie de la France. Mais le reste, ça reste un débat qui, économiquement, pour moi, je ne vois pas, à moins qu'on me l'explique. Parce que moi, je ne suis pas économiste. À moins qu'on me l'explique, je ne comprends pas vraiment. Ce que je sais, c'est que nous avons intérêt à avoir une monnaie unique. Ça, moi, je pense qu'on a intérêt. Ce n'est pas aujourd'hui tout le monde s'avance vers une monnaie forte que nous, on va se dire non, notre souveraineté. Mais ceux qui parlent là, est-ce qu'ils savent comment ça fonctionne, les autres pays africains qui ont leur monnaie? Est-ce qu'ils savent comment ça se passe? Qu'ils aillent vraiment se renseigner. Merci. Parce que les clichés où on dit oui, telle a sa monnaie, c'est pour ça qu'il est développé. Mais je vais vous citer plein de pays en Afrique qui ont leur monnaie qui ne se sont pas développés, qui sont moins développés que la Gambie. On peut commencer par... Il y en a plein. Il y en a plein. La monnaie, c'est une affaire sérieuse. Merci. Et je ne pense pas qu'on peut se laisser un jour. Ce n'est pas le papier qui est le problème, ce n'est pas le fer qui est le problème, mais le métal plutôt qui est le problème. Mais le réel problème, c'est que qu'est-ce que nous faisons avec cette monnaie? Est-ce que nous avons... Aujourd'hui, je ne pense pas que le Ghana ni le Nigeria... je me demande s'ils ne nous envient pas. Je me demande. Moi, je vous confirme, ils nous envient. Parce certains vous diront que le seul avantage aujourd'hui du CFA, c'est le fait qu'il est arrimé à une monnaie forte qui est l'euro. Et qui garantit donc sa stabilité sur le marché. Mais c'est où le problème? Bah oui. Mais si c'est la question, c'est où le problème? C'est que nous aurions souhaité avoir... Certains préfèrent avoir leur monnaie, quitte à ce que la monnaie soit instable, soit fluctuante. Mais vous savez pourquoi il dit ça? Herman, avez-vous déjà vécu dans un pays où il y avait une monnaie instable? C'est-à-dire... Est-ce que vous imaginez, vous vous réveillez... Déjà, moi, je n'ai pas d'avis sur la question. Non, imaginez que vous réveillez dans un pays où on vous paye la même somme, d'accord? Votre salaire baisse de 30% parce que tout a pris 30%, mais votre patron ne vous concédera pas cette obligation, cette augmentation de 30% pour faire face à vos charges. Ce n'est pas de la science-fiction, ça s'appelle le Nigeria. Ce n'est pas la science-fiction, ça s'appelle le Ghana. Je suis bien placé pour en parler, je suis à moitié ghanéen. Et donc, croyez-moi, le sujet n'est pas la monnaie. Le sujet est le travail. Le sujet est la capacité à produire de la richesse. Le sujet est la capacité à s'intégrer dans les échanges internationaux. Parce que, et ça, je vais faire cours de monnaie 101. On va aller très vite. Si aujourd'hui, vous créez une monnaie que vous appeliez le TOFA ou le Béanzin, je ne sais pas ce que vous voulez, au Bénin, d'accord, qui serait propre au Bénin, mais pour acheter même le micro que vous avez devant vous là, votre interlocuteur va pas prendre le TOFA ou le machin parce qu'il ne connaît pas ça. Il va vous demander du dollar, il va vous demander de l'euro et même dans une certaine mesure, même pas du yuan parce que le yuan est plutôt contrôlé. C'est les deux. Donc, en fait, tout va se jouer sur la convertibilité entre votre monnaie et ce euro ou ce dollar-là. Et cette convertibilité sera déterminée par votre dynamisme économique. Donc, et vous avez ce problème, vous avez ce problème au Burkina, vous aurez ce problème au Togo, vous aurez ce problème au Nigeria, vous aurez ce problème au Niger, vous aurez ce problème au Sénégal, en Côte d'Ivoire, vous aurez ce problème un peu partout dans la sous-région. Là où vous allez fièrement avec vos Français, votre franc CFA, vous savez exactement ce que vous faites avec votre monnaie. Vous allez commencer par réfléchir chaque fois que vous allez dans un pays. C'est beaucoup de choses qui sont simples, basiques. Moi, je ne suis pas en train de dire, on peut changer le nom, on peut ne pas l'appeler franc CFA, on peut dire la France n'aura pas. Mais il y a une chose qui est importante. C'est ce qui est en train de se produire. Non, mais si c'est beaucoup estiment qu'en réalité, l'éco qui est en train, donc, qui est en gestation, n'est qu'une pâle copie du franc CFA avec quelques petits réajustements au niveau structurel. Oui, mais il a quel problème le franc CFA? Pour reposer la même question. Alors, pendant qu'on semble faire du sur place, on va permettre à la dame qui nous a rejoint sur le plateau. Nadège, bonjour. Bonjour à vous, Eman. Comment bonjour allez-vous? à tous. Je me porte très bien. On rappelle la question du jour. Selon vous, quels sont les principaux défis auxquels l'UEMOA doit faire face aujourd'hui et demain? Comment l'Union peut-elle répondre aux aspirations des jeunes générations? Voilà la question que nous avons adressée aux internautes qui ont réagi sans doute via nos canaux digitaux et vous faites leur porte-voix sur le plateau, Nadège. Bien sûr, Eman, en réponse à la question posée sur nos pages Facebook et Twitter, les internautes pensent que la mise en place de la monnaie unique éco, la sécurité régionale et la transition énergétique sont quelques défis à relever au sein de l'UEMOA. En ce qui concerne les aspirations de la jeunesse, nos amis suggèrent à l'UEMOA la mise en place de plusieurs programmes pour promouvoir l'entrepreneuriat
l'entrepreneuriat afin de décourager l'immigration clandestine. Norest Aikpo pense que l'UEMOA fait face à des défis majeurs tels que la sécurité régionale, le développement économique inclusif et la transition énergétique. Pour répondre aux aspirations des jeunes générations, elle doit prioriser la création d'opportunités d'emploi, notamment par le soutien à l'entrepreneuriat, à l'innovation, tout en modernisant les systèmes éducatifs. Ma place suggère que l'UEMOA opère des réformes dans la transformation numérique, le changement climatique et la croissance démographique. Pour répondre aux aspirations des jeunes, l'UEMOA doit mettre en place des politiques ambitieuses. Cela passe par la création d'emplois décents, la promotion d'une gouvernance inclusive et transparente, ainsi que des investissements dans une éducation de qualité. Carlos, l'ambassadeur, a aussi réagi sur Facebook. Selon lui, l'UEMOA est une institution économique. Elle doit totalement se détacher de la politique. L'autre défi à relever, selon cet internaute, est l'adoption d'une monnaie entièrement ouest-africaine et basée sur l'or. Bokor Roland Kalis pense qu'il faut lutter contre l'inflation, les déficits budgétaires récurrents, les vulnérabilités liées à la dette et rehausser les PIB de nos pays. Damien Théou s'est également intéressé à la question de ce jour. Selon cet internaute, la jeunesse africaine souhaite que nos pays arrêtent toute collaboration avec la France. Il faut donc promouvoir nos langues nationales et surtout rompre les accords coloniaux. Thierry Agnambossou est notre dernier intervenant de ce jour. Il pense que l'UEMOA doit résoudre le problème de l'immigration clandestine. Merci beaucoup Nadège Sandine pour ces avis relayés. Merci à vous Emmanuel. Ça fait plaisir de lire évidemment les amis internautes. Il y a tout, hein, tout le monde a son avis sur la question et on se rend compte que on confond beaucoup l'UEMOA à une institution politique. Alors on est très intéressé par les réactions. Je vous ai vu sourire sur les accords. Parce que quand on dit qu'il faut encourager l'entrepreneuriat des jeunes politiques contre l'immigration clandestine, je me suis demandé, mais quand ils vont là-bas, c'est pour entreprendre bien, je n'ai pas compris. C'est parce qu'ils n'ont pas d'opportunité. Non, je pense qu'en fait, justement, ça présente un peu le problème qu'on a, c'est qu'on confond l'UEMOA avec une sorte de magicien qui doit régler tous les problèmes à la fois, ça n'existe pas. Mais par contre, je leur conseille une chose, on a des véritables problèmes aujourd'hui sur l'employabilité de la jeunesse, sur tout ce qui est éducation et formation. Ce n'est pas des problèmes qui vont se régler d'un coup de baguette magique, d'autant plus que Armel le disait tout à l'heure, il n'y a pas de dividende politique à investir dans ce secteur-là tout de suite, donc il n'y a peut-être pas forcément de l'intérêt, mais il faut aussi rappeler aux populations, ça ne va pas être très apprécié si je vais dire, qu'elles ont aussi une part de responsabilité, c'est leur vie. Donc les États feront ce qu'ils ont à faire, les institutions du type UEMOA feront ce qu'elles ont à faire, et chacun devra dans ce contexte se battre de son mieux. Et ce qu'on demande en fait au fond, c'est moins des emplois que des conditions qui permettent à ceux qui peuvent les créer de les créer pour embaucher le plus grand nombre. Donc, très bien. Voilà. Aaron, merci beaucoup. Merci d'avoir participé à ce forum de discussion sur l'UEMOA. On retient à la lumière de vos analyses, de vos réflexions sur le plateau, que l'UEMOA est une zone économique dynamique, que tout va bien et que voilà. Tout ne va pas bien. Non, je suis aussi journaliste. Je n'ai pas dit que tout va bien. J'ai dit que c'est un bel outil. Tout ne va pas s'améliorer. Je pense que comme on l'a dit, tout ne va pas bien forcément. Mais l'UEMOA, c'est un instrument que nous devons chérir, que nous devons améliorer. Nous devons travailler à améliorer. C'est bien pour nous. Et le franc CFA, moi, le nom, si le nom gêne, on peut changer le nom. Mais je postule pour quelque chose. Je n'ai aucun problème, moi, avec le franc CFA. Je postule pour quelque chose, quel que soit ce qu'on veut. Parce qu'il y a des réformes en cours, quel que soit ce qu'on veut. Il faut que nous ayons une monnaie commune. D'accord. Si on n'a pas une monnaie commune, ça ne sert à rien. On aura trop de problèmes, à mon avis. D'accord, voilà. Très bien. Les autres l'ont compris en créant l'euro et depuis lors, c'est devenu une zone économique très dynamique qui continue de battre les records.